Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous êtes également porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. 4 heures de débat hier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Un long discours du Premier ministre. Et sans surprise, les 2 motions de censure, celle de droite et celle de gauche, ont été rejetées. Est-ce que c'est pas le coup de trop au bout de ces 2 semaines d'affaire Benalla ? Non, je crois pas. Après, c'est le jeu institutionnel qui fait que c'était le seul outil que nous avions pour contraindre le gouvernement de venir s'expliquer, s'exprimer devant l'Assemblée nationale. Il faut se remémorer un peu le film, si je puis dire, de tout ça. L'affaire Benalla, elle a commencé il y a 10 jours. Dans un premier temps, ils ont été tétanisés. Je parle là du gouvernement. Ils ne voulaient même pas rentrer dans l'hémicycle. Oui, il y a eu quelques jours il y a eu des silence. situations grotesques où les députés voulaient des explications, demandaient à un membre de l'exécutif de venir. Madame la ministre garde des Sceaux était là, disait je n'ai rien à dire. Elle était assise sur le banc, elle restait silencieuse. Et il n'y avait personne. Monsieur Castaner, ministre chargé des relations avec le Parlement, était à la buvette à côté, à 20 mètres de l'entrée de l'hémicycle et ne voulait pas rentrer dans l'hémicycle. On en était là. Donc Jean-Luc Mélenchon avait pris l'initiative de dire sur la base de l'article 50-1, je suis désolé, je suis un peu technique de la Constitution. Non, mais c'est important, c'est les moments où jamais de rappeler la l'exécutif pourrait Constitution. organiser un débat. Il écrit une lettre à Monsieur le Premier ministre en disant organiser un débat pour que nous puissions échanger autour de cette affaire Benalla. Silence radio, 3 jours pour obtenir une réponse et le gouvernement refuse d'organiser ce débat. Donc vous la avez motion de obtenu censure. ce débat Voilà. Alors par la j'avoue. force, en quelque sorte. Oui, par la contrainte, si je puis dire, du seul outil que nous avons dans ce cadre un peu déformé qu'est la Ve République. Quand on est député, la seule manière de contraindre le gouvernement, c'est cette motion de censure. Sauf que... Alors, non, mais ce que je veux, là où je vous accorde, c'est que ça a ce Vous côté le sentez bien, d'une vous-même, cote mal on le voit taillée. bien. Non, mais sur un aspect qui est pertinent, c'est que le coupable, c'est Emmanuel Macron et il n'est pas là. On s'en est pris, si je puis dire, au gouvernement. Après, je le regrette pas parce que vous savez les désaccords que j'ai avec le gouvernement. Oui, mais il est vrai que le grand absent de la journée... Vous avez manqué votre cible. C'est-à-dire qu'en réalité, ça fait 2 semaines que vous, comme la droite d'ailleurs, l'ensemble de l'opposition dans cette affaire, estime que c'est révélateur d'un exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron, président de la République. Et celui que vous aviez en face de vous hier, c'était le Premier ministre. Mais c'est une leçon aussi de cette Ve République où quand vous voulez attraper le président de la République, il n'est pas là et vous n'avez que finalement son Premier ministre. D'où le côté un peu bravache et un peu matamor. Vous savez, ce personnage de la Commedia dell'arte, fanfaron, mais qui, sitôt que le combat arrive, s'éloigne de Emmanuel Macron. À la Maison d'Amérique latine, c'est moi le coupable, bombant le torse, qu'il vienne me chercher, mais il sait que ces institutions empêchent le citoyen de venir le chercher, voire même le député. C'était uniquement de la rhétorique, qu'ils viennent me chercher ? Ouais, là, un peu, je pense qu'il est allé un peu trop loin. Qui disent je suis responsable, ça je peux l'entendre. Qui disent qu'ils viennent me chercher, alors qui est-il? C'est bravache et je pense qu'il fait une erreur. Mais ça, c'est mon commentaire personnel. Moi, je veux revenir à ce qu'on a essayé de faire hier. Et ce que Jean-Luc Mélenchon, qui a été notre voix, a fait hier. C'était une leçon politique, une pédagogie de ce moment où après ces 10 jours de bruit, et j'en fais pas reproche, il fallait beaucoup en parler, ça permettait à ceux qui ont suivi le débat d'avoir, pour ce qui est de la France insoumise, une leçon, qui est de quoi Benalla est-il le nom, si ce n'est des manifestations les plus détestables de la Ve République. Il faut en finir avec le présidentialisme. Cet homme a agi avec quand même la couverture de la présidence de la République, manifestement en cherchant à mettre une hiérarchie parallèle en place. Pause. Il y a justement une chose qui est importante, c'est que vous le disiez, ça a fait beaucoup de bruit. Et dans ce bruit et ces révélations et ce côté presque feuilleton, au fond, aujourd'hui, ce soir, vous serez en vacances, tous les parlementaires, le gouvernement aussi. Est-ce que c'est pas le moment aussi d'y voir un peu plus clair? Si vous dézoomez et que vous prenez du recul, comment vous la résumez, cette affaire Benalla? Alors, je le répète, d'abord du fait que dans ce pays, le prince, le monarque présidentiel, peut, à partir du moment où on se réclame de lui, voir lui-même faire des choses qui échappent à toute forme de hiérarchie, en vérité. C'est ça qui a eu lieu. Quand vous vous réclamez que vous êtes un conseiller du président de la République, vous pouvez venir au milieu des forces de l'ordre, faire une interpellation, et même les forces de l'ordre qui vous voient le faire ne vont pas réagir, parce que vous êtes un conseiller du président de la République, parce que c'est une boîte noire. Apprenez à Pauline de Malherbe, on l'a vu au cours des auditions, ça vous a pas échappé, qu'il y a au moins 10 personnes qui travaillent à l'Élysée, qui sont hors de toute hiérarchie, alors que normalement c'est interdit. Il y a 1 an, on a voté ça. 10 personnes, vous imaginez, on sait pas très bien ce qu'ils font, c'est comme ça, et monsieur le secrétaire général ou le directeur de cabinet... par exemple, n'avait pas rempli évidemment. les feuilles. Ils sont hors de tout radar. Vous découvrez que ce monsieur Benalla cherche à réorganiser les services de sécurité du président, manifestement, parce qu'il ne veut pas qu'il soit sous l'autorité de la police et de la gendarmerie. Ça, non, ce qui est grave, c'est que ce qu'a fait cet homme doit être puni par la loi. Le président de la République était au courant, ne l'a pas dit à la justice. Donc, parce qu'on est conseiller du président, on peut échapper à la loi. Ça, c'est possible en Ve République quand on est un proche du monarque présidentiel. Je ne veux pas de ce système. Mais ce que je veux, là où j'admire
j'admets une faiblesse, y compris moi comme député. C'est pas en disant vive les députés, abat le président qu'on aura réglé le problème. Je veux que le peuple ait des moyens nouveaux de contrôle, parce que c'est lui l'arbitre. Moi, je vais vous dire une chose, je suis fier d'être député. Mais ça, vous ne l'avez pas obtenu, Alexis Non, Corbière. mais c'est une critique s'il y a cette pédagogie qui chemine dans les têtes qu'il faut en terminer avec la 5e et qu'il faut passer à une 6e en débattant, que les citoyens aient enfin la parole et le droit de contrôle, il y aura une vertu à tout ce que nous avons fait. Ce que je vais vous dire, c'est que il y a des moments, c'est une leçon personnelle que j'ai tirée. Il faut arrêter de se dire le Parlement, nous les députés, d'abord ne jamais oublier le taux d'abstention phénoménal qui a eu lieu aux élections législatives. Un électeur sur 2 n'est pas venu voter. Et en vérité, nous ne représentons pas la réalité politique et sociale du pays, nous, les députés. Et c'est ça qui me semble important. C'est pas dire une fois de plus, nous, les députés, on est meilleurs. C'est comment le peuple, ce peuple absent, ce peuple qui s'est souvent retiré de la vie civique en disant j'en ai ras-le-bol. Mais non, mais c'est important ce que je dis là, parce que l'arrogance. Elle a réconcilié justement les citoyens, ou alors au contraire, est-ce qu'elle les a dégoûtés? Moi, j'espère. Elle peut l'un ou l'autre. On en tirera les conclusions. Je suis pas. Mais réconcilier au sens où on a vu effectivement qu'il y avait des contre-pouvoirs malgré tout en France, le Sénat, oui, mais l'Assemblée heureusement, nationale. Il y a une presse qui a bien fait son boulot. Il y a eu des commissions d'enquête parlementaires. Il y a des médias qui permettent, en diffusant ces commissions d'enquête parlementaires, que d'un seul coup, on soit plus un citoyen passif en culotte courte, mais un peu à écouter. C'est ça qui a passionné les gens. Un secrétaire général de l'Élysée qui vient parler, un directeur de cabinet, on peut poser des questions. Mais ça résume pas le problème. Où est le peuple? Comment il peut contrôler? Quel outil là? Moi, je mets des idées. Enfin, la France insoumise, le droit de révoquer les élus, la possibilité de tenir compte du vote blanc. Mais je répète, et j'ai envie à travers ce micro de répondre à mes amis, enfin à mes collègues, c'est pas mes amis, d'En Marche hier, qui parfois étaient un peu arrogants, du genre le peuple nous a choisi, taisez-vous les insoumis, taisez-vous les oppositions. N'oubliez jamais qu'il y a 47 millions d'électeurs et que En Marche aux élections législatives a fait au mieux 8 millions de voix. Non, mais ça veut dire que c'est la loi de la majorité malgré tout. Oui, mais il faut interroger. Faut l'accepter. Oui, mais pour quelle raison? Élection après élection, chaque fois le taux de participation baisse. Pourquoi ce peuple fait cette grève civique? Pourquoi ces institutions de la 5e République tiennent à ce point à distance le citoyen? Tant qu'on n'aura pas réglé ça, eh bien on sera encore dans un maintien d'un système que je considère comme autoritaire. On a l'impression que vous délégitimiez en quelque sorte le pouvoir en place. Enfin, Emmanuel Macron, il a été élu au suffrage universel direct, qui est quand même quelque chose d'extrêmement puissant en France. J'entends bien, mais Emmanuel Macron, il a la légitimité de la 5e République, mais il aurait, s'il était sage, et si ça avait été Jean-Luc Mélenchon, la première tâche que nous aurions fait, c'est de dire qu'il faut convoquer une assemblée constituante et rediscuter de ça. Mais non, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne conteste pas, là aussi, si certains électeurs d'En Marche m'écoutent, je conteste pas qu'Emmanuel Macron est président de la République. Très bien. Je leur dis, vous avez été élus sur une base sociale extrêmement faible, en vérité. 8 millions de voix, c'est-à-dire sur 47 millions d'électeurs. Déjà, le système est bizarre, parce que regardez, ils ont près de 60% du nombre de députés, et 80% avec leurs alliés. Vous n'allez pas changer toute la Constitution du jour au lendemain, Alexis Corbière. Non, mais je ne vais pas prendre la défense du Front National, mais est-il normal qu'une force qui est au second tour, comme le Front National, a 8 députés? Nous, on fait 11%, on devrait avoir au moins une cinquantaine, une soixantaine de députés, on en a 17. Le Parti Socialiste fait 3 fois moins de voix que nous, ils ont le double de députés que nous. Ce que je veux dire, c'est que hier, cette chambre que vous avez vue, elle est en vérité extrêmement déformante de la réalité politique. Et je le dis pas par arrogance ou je sais pas quoi, seulement pour dire attention, si on comprend pas que tout ça, au bout d'un moment, les gens ne se sentent pas représentés par cette forme institutionnelle, on passe à côté d'un sujet de fond. Parce que s'il n'y a pas une acceptation du pouvoir légitime, après, cette colère, elle se traduit de différentes façons. Et moi, fondamentalement, je suis pour la démocratie, je suis pour des élections, je suis pour réguler une colère sociale. Vous sous-entendez qu'il y aura une colère qui va monter dans les semaines, dans les mois qui viennent? Moi, je le crois. Mais elle est là, elle est sous-jacente. Mais on dirait presque que vous le souhaitez. Non, ce que je pense, le souhaiter. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette colère, elle doit. Nous, on a parfois utilisé cette expression, comme un volcan. La lave va sortir. De quel versant elle va couler? Est-ce que c'est du côté sombre, c'est-à-dire des forces d'extrême droite, de ceux qui, après tout, il y a trop de solidarité, j'en ai rien à fiche, et puis l'étranger, et puis etc. Bon, est-ce que c'est le côté lumineux qui dit essayons de ce sentiment que la société ne va plus parce qu'on voit trop de pauvreté qui monte, des inégalités, d'en tirer une leçon que nous sommes tous frères et sœurs, citoyens égaux en droit, et qu'il faut travailler à plus de justice sociale. Je n'ai pas réglé cette affaire, je ne sais pas. Il y a des pays d'Europe qui montrent que parfois ça se termine mal. Si je vous écoute bien, que finalement la colère d'extrême droite ou la colère qui est portée par la France insoumise, elle puise à la même lave? Oui, c'est le peuple, de la manière dont ça va s'exprimer. Oui, je pense que ce qui porte c'est la même colère? Non, je suis en train de vous dire justement que
en fonction comment dire, du travail politique que nous ferons, nous lui donnerons un certain sens. Vous savez, tout le monde voit bien que le système marche pas. Emmanuel Macron est le symptôme que les gens ont voulu balayer la vieille classe politique. Emmanuel Macron est un aventurier qui n'existait pas il y a un an. Pour quelle raison il est élu? Parce qu'il incarne à un moment donné, avec une certaine duplicité, mais il incarne le fait que je suis jeune, je vais tout renouveler, je vais tout changer. Alors c'est une manœuvre formidable, le casse du siècle, comme dirait l'autre, parce que celui qui était ancien secrétaire général de l'Élysée, ancien ministre des Finances, apparaît comme un homme neuf. Et son équipe recycle des gens comme Bruno Le Maire, Darmanin, qui sont des vieux chevaux de la politique. Et je vais pas accabler Gérard Collomb, qui est même plus le vieux cheval, mais le cheval préhistorique de la politique. Bon, et ces gens-là se prennent comme le renouvellement. C'est un gag. Mais pourquoi ils ont été élus? C'est parce que le peuple français est une mer déchaînée, d'accord? C'est une tempête politique sur laquelle le navire Macron a réussi un peu à avancer, mais fondamentalement, cette mer déchaînée que j'ai vue pendant la présidentielle... Vous avez envie de la calmer, cette mer déchaînée. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben pour quelle raison? Si c'est pour la calmer, pour lui dire dormez en paix, braves gens, on s'occupe de tout. Non, moi mon but, en essayant d'être un outil, c'est de dire de cette colère, de cette indignation, comme disait le vieux Hessel, indignez-vous. Nous pouvons en tirer des leçons républicaines qui consistent à dire restons fidèles à notre histoire, justice sociale, république, laïcité, partage des richesses, etc. On peut le faire, mais à condition de s'affronter quand même à ceux qui aujourd'hui à cette oligarchie. Corbière. Moi, je veux représenter le peuple contre une oligarchie, c'est-à-dire le pouvoir de peu entre les mains de quelques-uns qui contrôlent des puissances économiques, des médias, qui ont une certaine influence, c'est le moins qu'on puisse dire sur la Jean-Luc représentation Mélenchon politique majoritaire. hier a dit qu'il fallait, je le cite, s'attendre à de nouvelles révélations dans l'affaire Benalla. Est-ce que vous avez des informations? Non, mais il prenait acte de tout ce qu'on voit, c'est-à-dire que toute la ligne de défense de Monsieur Benalla. Donc il n'avait pas des éléments nouveaux, c'est simplement qu'il l'estime. Bah écoutez, les éléments nouveaux, y compris sont des gens souvent de la France insoumise, qui sont des manifestants qui ont donné à la justice certains éléments. C'est-à-dire que Monsieur Benalla a fait une tournée, au moins durant la journée du 1er mai, ou dans différents endroits. On se rend compte effectivement qu'il y a eu au minimum 3 endroits. Le jeune homme bien mis avec une cravate et des petites lunettes rondes qui est venu, la larme à l'œil, sur le plateau TF1, dire j'ai défendu les forces de police, etc. Tout ça est un gros fake. 3 enquêtes d'ailleurs qui sont oui, non, mais c'est un problème quand même. Effectivement, et dans sur cette seule journée du 1er mai. Il y a une sacrée bande de menteurs. Mais je reviens juste à ma question. Jean-Luc Mélenchon qui dit hier qu'il y aura peut-être de nouvelles révélations, c'est simplement parce qu'il estime que ce feuilleton continue. Vous n'avez pas d'informations que vous ne nous auriez pas données. Non, mais on a, nous, quand même, la conviction profonde que c'était une forme d'agissement coutumier, et on en avait tiré cette conviction, je veux pas être trop, notamment à l'occasion du 28 mars, il y a eu une manifestation d'hommage à Mireille Knoll, où nous étions allés manifester contre, bien sûr, le crime antisémite. Et où Jean-Luc Mélenchon avait été sorti en quelque sorte par les forces de l'ordre. Par des nervis d'extrême droite, la LDJ, qui sont des gens qui nous avaient dit des insultes racistes et homophobes, et un des personnages qui était venu nous disant faut quitter la manifestation, c'était le major Mizerski, celui qui accompagne Benalla. Et on s'est dit... Donc vous retrouvez les mêmes protagonistes. Voilà, et on a l'impression qu'il y a des gens qui sont très politiques, qui sont soi-disant des policiers, mais qui dans les manifestations viennent dire à Mélenchon faut quitter la manifestation, se retrouvent avec Benalla pour faire le coup de poing contre des opposants. Tout ça nous donne l'impression qu'il y a cette hiérarchie parallèle très politique. Moi, vous allez dire que comment dirais-je, je vais peut-être un peu loin, mais j'assume, je m'interroge sur le rôle qui a pu être joué par des gens liés à l'Élysée durant cette journée du 1er mai pour participer à la casse, à l'excitation générale. Ça permettait le soir qu'il y avait des belles images de casse et le message social si je vais jusqu'au bout de votre logique, Alexis Corbière, vous vous demandez s'il n'y a pas eu une forme d'attiser les braises en quelque sorte de la part de personnages incognito de l'Élysée. Voilà, c'est pour ça que je voulais aller au bout des auditions. Quel est ce talkie-walkie qu'a M. Benalla? Quel rôle joue-t-il? Pourquoi est-il dans la manifestation? Pourquoi va-t-il provoquer les opposants? Pourquoi va-t-il... Donc il n'était ni observateur, ni même juste dérapé à certains moments. C'est clairement l'accusation. Ce serait sciemment... C'est une des thèses que je porte. Pour quelle raison y avait-il à la présidence de la République un groupe qui va comme ça dans les manifestations échapper à tout contrôle, même celui de la police? Vous voyez, c'est des questions lourdes. Attiser, provoquer. Oui, bon, ça s'est vu. Parce que ça permettait au gouvernement après de faire passer un message. Il y a eu de la casse, etc. Il y avait de la casse, il y avait des gens qui n'avaient pas besoin de Benalla pour venir casser des vitrines. Mais on peut dire que le gouvernement saisissait l'opportunité. Vous voulez dire qu'ils ont presque intérêt à ce que la violence se manifeste lors des manifestations? Évidemment. D'ailleurs, à l'occasion de l'audition qu'a fait le ministre de l'Intérieur, M. Gérard Collomb, il a rappelé qu'il y avait eu des violences, etc. Et quasiment, ça devait justifier après ce type de comportement. On se souvient quand même que la manifestation légitime contre la réforme de la SNCF était souvent brouillée par le fait qu'après, ce qui faisait la une, c'était la casse, les violences, etc. Donc, à bon droit, on peut imaginer que certains avaient intérêt. Je suis conscient qu'en disant ça... C'est des accusations très graves, Alexis Corbière. Ça sous-entend que le pouvoir, finalement, a provoqué, ou en tout cas... c'est l'hypothèse qu'on fait depuis le début. Vous avez bien compris mon message. Je suis conscient de ce que je dis. En plus, je le dis comme parlementaire. J'aurais aimé que nos auditions puissent
puisse aller jusqu'au bout, pour qu'on entende M. Benalla, par exemple, et même Emmanuel Macron, pourquoi pas, pour les interroger là-dessus. Monsieur Benalla, que faites-vous? Avez-vous l'habitude d'aller dans des manifestations accompagné avec un faux brassard de policier? Avez-vous l'habitude, durant d'autres mouvements sociaux, de vous substituer à la police, de faire des interpellations musclées? J'aimerais poser la question. Et qui c'est qui vous dit? Et vraiment, Monsieur Kras, là, le salarié d'En Marche, dont on apprend maintenant qu'il est licencié du fait que la presse s'en est mêlée, cet homme va avec un revolver dans les manifestations. Qu'est-ce qu'il fait là? Cette espèce de, comment dire, d'habitude de barbouzerie, hein, de gens comme ça, à mi-chemin, à la fois liés à des pouvoirs politiques, mais en dehors de tout contrôle, moi, me préoccupe. Ça a eu existé dans l'histoire sociale de ce pays, hein, vous savez, des gens qui étaient soi-disant des casseurs, mais qui en fait n'en étaient pas. Je suis conscient de ce que je dis, mais c'est pourquoi cette affaire révèle malgré tout la boîte noire que représente l'Élysée, où on peut imaginer des mauvais coups. Un dernier mot justement sur ces manifestations que vous évoquiez, toutes les manifestations qui ont eu lieu, notamment au printemps. C'est un des moyens pour vous, à la France Insoumise aussi, d'exprimer votre opposition, que de manifester à la fois pour des manifestations comme celle sur la SNCF, mais également il y a eu la fête à Macron par exemple, à l'instigation de François Ruffin. Est-ce que vous allez continuer sur ce mode d'expression à la rentrée malgré tout? Bien sûr. Moi je pense... D'abord, ce que je disais tout à l'heure, vous savez, c'est pas parce qu'une élection il y a eu un résultat que pour autant les débats sont terminés. Nous sommes une grande démocratie qui se nourrit à la fois de rendez-vous électoraux indispensables, mais aussi de la possibilité de manifester, de faire grève pour faire entendre, de pétitionner, d'agir. D'accord? On n'est pas des gamins en culotte courte qui doivent être envoyés. Prochain rendez-vous électoraux dans 5 ans. Mais est-ce que c'est pas un peu vain? Mais pas du tout, madame. Au contraire, ça nourrit le débat politique. Ça exprime le fait que des gens qui ont pu parfois avoir une forme d'abstention civique, de grève civique lors de rendez-vous, restent malgré tout des gens, des citoyens qui ont le droit de s'exprimer. Voilà. Un dernier mot et je répète sur votre collègue, la députée Yaël Braun-Pivet, qui a reçu qui a porté plainte hier pour avoir reçu des menaces. Est-ce qu'elle a votre soutien? Ça peut Bien sûr, on a fait un communiqué voilà, comme groupe, parce que manifestant sur les réseaux sociaux, elle était victime notamment d'insultes antisémites et sexiste, ce qui n'empêche pas, moi je l'avais caractérisé, j'ai d'ailleurs peu apprécié que l'AFP me mêle à tout ça, moi j'avais dit qu'elle a eu un rôle assez détestable durant la commission des lois, un peu pète sec, coupant la parole aux opposants. Dit c'est la Benalla de l'Assemblée. J'ai dit elle joue le rôle de garde du corps, c'est la Benalla de l'Assemblée, ce qui j'espère n'est pas du tout compris comme une insulte sexiste ou quoi que ce soit. Bon, il n'empêche qu'après, malgré la vigueur des arguments que je peux avoir contre mes opposants, il est hors de question d'utiliser l'insulte raciste. Je pense à mon ami Daniel Obono qui en a beaucoup pris dans la figure, l'insulte antisémite intolérable, l'insulte sexiste également. Donc on a manifesté notre soutien, il est hors de question de s'en prendre à elle. Pour ça, après le fond du désaccord reste là. Ce climat de violence. Merci infiniment d'être venu aujourd'hui. Bon été à tous. Parce que c'est votre journée de vacances au Parlement. À partir de ce soir. Merci Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis.